Alors, l'atelier d'aujourd'hui, on va se concentrer sur l'utilisation de l'application sur le terrain. On ne va pas tout voir, on ne peut pas tout voir dans le temps qui nous est imparti, mais on va se concentrer sur cette partie-là. Il y a encore une fois d'autres contenus en ligne qui vous permettent de voir un peu bonjour, j'accueille en même temps, j'explique à vous qui êtes qui vous nous regardez, qui nous regardez depuis chez vous, qu'on accueille des personnes dans la boutique. Donc oui, on peut pas tout voir aujourd'hui, mais il y a beaucoup de contenu en ligne sur notamment sur la chaîne YouTube. Donc merci beaucoup aux vieux campeurs de nous accueillir. Et puis vous êtes déjà 200 en ligne et puis 5-6 personnes là dans la boutique. Donc on est très content, 200 et puis ça augmente. Donc vous êtes toujours présent, vous répondez toujours présent à ces rendez-vous. Donc on est très très fiers et contents de vous accueillir. Donc une première partie sur l'utilisation de l'application sur le terrain, et ensuite Angelo qui est avec moi va parler de l'utilisation du téléphone. Donc une application mobile, elle est sur un téléphone, et comment optimiser l'utilisation de l'appareil quand on est en randonnée, quand on est en montagne par exemple. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, dernière chose, pour les personnes qui nous regardent depuis chez elles, vous pouvez poser vos questions grâce il y a un bouton tout en bas à droite, un petit damier avec des petits points. Vous cliquez sur ce damier, il y a un module des questions. Vous cliquez dessus et vous pouvez poser vos questions. Xavier et Anthony, qui sont avec nous aujourd'hui, vont répondre à vos questions dans le chat. Le chat, c'est la petite icône qui est aussi en bas à droite, qui ressemble à une bulle de dialogue. Vous cliquez ici et vous allez avoir toutes les questions et toutes les réponses qui vont avec. Voilà, j'ai tout dit sur les côtés, sur les aspects pratiques. Je me lance. Donc, vous avez normalement, vous voyez à l'écran, est-ce que ma souris bouge très bien? Donc, vous avez la souris jaune, le pointeur jaune. On est ici sur l'écran d'accueil de l'application IGN Rando, l'écran d'accueil qui se centre sur la carte. Je vais faire une rapide présentation de cet écran. Tout en bas, vous avez les 3 boutons de navigation, les 3 boutons principaux. Donc ici, on est sur l'écran carte. Vous avez le bouton données qui permet d'accéder à toutes vos données, vos parcours, vos points d'intérêt notamment, et les cartes que vous aurez téléchargées. Et puis le profil qui va servir, vous avez à la fois des informations sur votre compte, l'abonnement et les paramétrages de l'application. Donc comme je vous disais, une rapide présentation de cet écran. En bas à gauche, l'échelle, et au-dessus un bouton I qui vous permet d'accéder à la légende du fond de carte qui est affiché. Ensuite, vous avez la cible ici en bas à droite. En cliquant dessus, la carte se centre sur votre position. Donc, je ne vous mentais pas, on est bien à Bordeaux, ici, sur les quais, dans la boutique du Vieux Campeur, le hangar 17, qui accueille notamment, entre beaucoup de choses, mais qui accueille aussi les cartes IGN. Et du coup, voilà, c'était plus pertinent d'être ici. Donc, on est bien à Bordeaux. La petite cible, juste au-dessus, j'ai un bouton plus, qui est le menu principal, les fonctionnalités principales, les actions principales que vous allez pouvoir faire avec l'application. On va y revenir, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles. L'enregistrement de parcours, la création de parcours. Donc la distinction ici, c'est j'enregistre quand je suis sur le terrain, je crée, c'est en amont, c'est pour préparer un parcours. La création d'un point d'intérêt, le partage de position et le signalement de problèmes via le dispositif Suricat. Ensuite, tout en haut, j'ai une boussole en haut à gauche, la barre de recherche qui me permet de rechercher des parcours et d'interroger la base de données IGN Rando, des parcours et des points d'intérêt. Donc, ça se passe ici. Et ensuite, en haut à droite, le sélecteur de cartes qui me permet notamment de modifier le fond de carte. Donc là, je suis sur un fond de carte OpenStreetMap. Tout à l'heure, j'étais sur la top 25 et qui me permet également de ajouter un certain nombre de surcouches, des calques en superposition du fond de carte
pour afficher un certain nombre d'informations. Donc, on a là les surcouches disponibles. Voilà pour la présentation. Donc, comme je le disais, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de l'utilisation de l'appli une fois que je suis sur le terrain. Donc, j'ai préparé mon parcours, je sais où je vais, je prends la voiture, le train, le vélo pour aller au point de départ. Une première fonctionnalité que je vais pouvoir utiliser et qui va être disponible sur IGN Rando. Donc, admettons, j'ai mon parcours ici. Vous voyez, c'est le tracé rouge sur la carte, le point de départ avec l'épingle verte, le point d'arrivée avec le damier ici. Je vais pouvoir, grâce à ce bouton, donc je reviens en arrière pour vous remontrer la démarche, j'étais dans Données, je clique sur mon parcours et j'ouvre la fiche parcours. Sur la fiche parcours, j'ai un bouton avec un bouton bleu à nouveau avec 3 petits points, je clique dessus et je peux démarrer le guidage. Je clique ici et là, alors évidemment, moi je ne vais pas bouger, je vais rester statique, donc le point bleu va rester statique et puis ici, de la même manière, le point noir va rester statique. Mais le principe, c'est que quand je démarre le guidage, j'indique à l'application que j'ai prévu de faire ce parcours. Là, ça c'est le profil altimétrique. Alors on est à Bordeaux, c'est assez plat, hein, donc pas de surprise de ce côté-là, mais l'application va m'indiquer en temps réel où est-ce que je me trouve sur la carte et où est-ce que je me trouve sur le profil. À quelle distance je suis du départ et à quelle distance je suis de l'arrivée. Ce qui est intéressant, enfin notre aspect qui est intéressant dans le guidage, c'est ce qu'on appelle, nous, les alertes de sortie de parcours. L'idée, c'est que l'application, une fois qu'elle sait, vous lui avez indiqué que vous avez envie, que vous souhaitez faire ce parcours, l'idée, c'est évidemment, plutôt que d'être en permanence le nez sur le téléphone, l'idée, c'est de vous alerter quand vous vous éloignez trop du parcours. Une alerte, soit sonore, soit une vibration. Et ça, alors je vais arrêter le guidage pour vous montrer, donc j'arrête. Les alertes de sortie de parcours, elles se paramètrent ici, donc je vais dans le profil, donc le bouton profil en bas à droite, et ensuite je vais dans les paramètres, ici en haut. Et là, j'ai les alertes de sortie de parcours. La première chose, c'est si elles sont désactivées, je les active grâce à cet interrupteur, et j'ai un certain nombre de paramètres que je vais pouvoir définir, notamment si je vais avoir une seule alerte ou si ça va être une alerte récurrente sur toutes les 30 secondes. Je vais pouvoir également choisir si je souhaite une alerte donc sonore et ou vibration, je vais en parler un instant, et ensuite la tolérance de guidage. En fait, c'est la tolérance, la distance depuis la trace au-delà de laquelle l'alerte va s'enclencher. Évidemment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça, il faut prendre en compte la précision ou le manque de précision en fonction du contexte du GPS. C'est-à-dire que est-ce que ma position est bonne? Est-ce qu'il y a une marge d'erreur? Parce que la marge d'erreur peut dépendre à la fois de mon antenne GPS, de mon téléphone, peut dépendre de la météo, peut dépendre de la topographie, évidemment. Donc, il y a énormément de paramètres qui peuvent venir altérer ma position et donc les alertes. Donc, encore une fois, c'est la même chose. J'ai envie de dire, ça, c'est une règle. J'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est une règle très importante dans l'utilisation de tous les outils, que ce soit la carte papier, que ce soit les applis, etc. C'est des aides. Il faut aussi amener du bon sens. Il faut aussi amener de l'interprétation. Vous êtes sur le terrain. Il faut aussi amener, si vous êtes plusieurs, comparer des avis, discuter, etc. C'est pas parce que c'est dit par l'appli que c'est nécessairement à prendre comme argent comptant. Encore une fois, le signal GPS est mauvais pour X ou X raisons, l'alerte peut se déclencher, tandis qu'en fait, vous êtes bien sur la trace que vous aviez prévu de faire. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Hop, je reviens ici sur la carte. La première fonctionnalité sur le terrain. La deuxième fonctionnalité sur le terrain, c'est l'enregistrement. L'enregistrement,
Je vais peut-être aller un peu vite, donc je reviens. C'est depuis l'écran carte, je clique sur le bouton plus. Je vais remettre la carte. Hop là, voilà. Sur le bouton plus ici, je clique dessus et je clique sur enregistrer un parcours. Donc là, j'autorise les notifications. Donc ça, c'est une histoire de paramétrage, mais c'est l'occasion de le dire. C'est important d'autoriser les notifications pour que l'enregistrement fonctionne. Sinon, il ne fonctionne pas. J'enregistre le parcours. Donc voilà, là c'est un nouveau téléphone, mais c'est une très bonne, c'est un très bon exemple. Il y a un certain nombre de paramétrages à faire qui, la première fois que vous utilisez l'application, vous sont proposés par l'application, mais si par erreur, par exemple, vous n'avez pas autorisé les notifications ou ici, vous n'avez pas désactivé l'optimisation de la batterie, c'est pas nécessairement un paramétrage que vous repropose l'application. Parce que ça, c'est aussi des restrictions de Google ou de Apple. Donc, c'est des choses à bien avoir en tête. Il faut, d'une part, autoriser les notifications, désactiver les paramètres d'optimisation de batterie qui sont souvent activés par défaut. Donc ici, l'application me le propose, je désactive. Et maintenant, je peux enregistrer un parcours. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe des paramétrages d'optimisation de batterie, c'est que quand l'application va être en arrière-plan, pour pas qu'elle consomme de la batterie, elle va pas être autorisée à fonctionner. Mais si on veut enregistrer, on veut que l'application continue à enregistrer quand l'écran est éteint et que le téléphone est dans la poche. Donc, on ne peut pas tout avoir. D'ailleurs, Angelo va revenir tout à l'heure sur la partie optimisation de la batterie, de l'usage du téléphone, etc. Et de certains arbitrages qu'il est parfois nécessaire de faire entre je veux enregistrer, oui, mais j'ai pas beaucoup de batterie, etc. Bon, ben, comment est-ce que je me dépatouille avec tout ça? Donc, quand je lance l'enregistrement, on a ce petit bandeau en bas qui nous donne déjà un certain nombre d'indications sur la distance parcourue, le temps et les dénivelés positifs et négatifs. Si je glisse le panneau vers le haut, donc évidemment, vous allez voir, ma vitesse est évidemment à 0 km/h parce que je suis, on l'a dit, hein, je suis moi-même statique, mais vous allez avoir des infos ici sur la vitesse, des infos ici sur les altitudes, des infos sur la durée. Dans chacune de ces fenêtres, vous allez pouvoir faire glisser comme ça, vers la droite ou vers la gauche, c'est un carrousel avec des infos pour afficher plusieurs indicateurs. Et vous avez ici aussi donc la distance et ce que je voulais vous montrer, donc les coordonnées et puis la précision du GPS. Donc ici, on est en intérieur. C'est un très bon. Alors, a priori, on ne randonne pas en intérieur. Ce n'est pas une application qu'on utilise en intérieur, mais c'est un bon exemple. La précision du GPS est de 83 mètres. Ce n'est pas une question d'application. C'est pas une question de l'application. C'est le téléphone qui, en raison des contraintes physiques, on est en intérieur avec des murs en béton, etc. Donc, on ne peut pas avoir une très bonne précision. Donc voilà pour l'enregistrement. Enfin, en tout cas, non, donc l'enregistrement se fait. On progresse sur le terrain. On aura toutes ces infos et on aura évidemment aussi une trace un tracé de notre évolution, du parcours qu'on aura effectué sur le terrain. Donc, quand j'arrête ici, voilà, il y a cette fenêtre qui va apparaître et je vais pouvoir donner un titre, une description, attribuer une couleur au tracé, l'opacité, donner aussi changer de catégorie, c'est-à-dire qu'on peut dire que finalement, voilà, c'était un parcours de VTT et d'enregistrer le parcours. Je vais ensuite le retrouver ici, dans mes données. Donc, on le revoit ici. C'est le parcours du 1er juillet à 18h16 qui est ici. C'est le parcours qu'on vient d'enregistrer à l'instant. L'utilité de, enfin, voilà, l'enregistrement, c'est aussi quelque chose, enfin, pareil, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais une des questions à se poser, c'est est-ce que, si on est à plusieurs, est-ce que tout le monde doit nécessairement enregistrer? C'est une question à se poser parce que l'enregistrement, en fait, plus on va solliciter le téléphone de manière générale et plus on va solliciter l'application IGN Rando, évidemment, plus elle va consommer de batterie.
Donc là, on a parlé du guidage, on a parlé de l'enregistrement. Je voulais également vous parler du partage de position. Donc toujours depuis mon bouton plus, j'ai ici le 4e bouton en partant du haut qui s'appelle partage de position. Je clique dessus et j'arrive ici sur les différents paramétrages du partage de position. Alors déjà, on va expliquer ce qu'est le partage de position. C'est une fonctionnalité de sécurité qui permet de désigner des personnes de confiance à qui on va partager notre position, comme son nom l'indique, en temps réel. Et ce, sur un temps prédéfini. Donc, on aura choisi. Il ne s'agit pas non plus de suivre la personne. L'objectif, c'est pas de suivre la personne ad vitam. C'est effectivement sur un créneau donné qu'on aura décidé pour potentiellement que cette personne puisse donner l'alerte, par exemple, s'il y a un problème ou s'il y a quelque chose qui qui ne se passe pas comme prévu. Ça me permet de dire faire une très rapide parenthèse, même si on ne va pas voir ça, mais qui dit je partage ma position et potentiellement quelqu'un d'autre qui donne l'alerte, cela suppose, en tout cas pour optimiser l'alerte et optimiser mes conditions de sécurité, que j'ai non seulement partagé ma position, mais j'ai partagé le parcours que j'avais prévu de faire et mes horaires, même s'ils sont approximatifs, avec cette même personne qui est susceptible de donner l'alerte. Et dans ce cas-là, elle pourra donner une alerte complète, précise au secours. Un tel est parti à telle heure, avait prévu de faire telle chose, il avait prévu de rentrer à telle heure et sa dernière position connue, c'est celle-ci. Et ça, c'est une alerte qui est optimale et qui est finalement très, très rare. On discute très, très souvent avec le secours en montagne, le PGHM, les CRS ou les pompiers. C'est très, très rare d'avoir des alertes aussi complètes. Mais aujourd'hui, on a les outils, donc tant qu'à faire, les utiliser. Donc, je suis ici dans le paramétrage des partages de position et j'ai ce premier interrupteur. J'active l'envoi de ma position. Peut-être, je vais commencer juste au-dessus, effectivement, c'est l'ajouter, voilà, les personnes. Donc ici, j'ai un certain nombre de personnes, j'ai Sébastien, Delphine, je peux en ajouter d'autres, ici avec une adresse mail. Une adresse mail liée à un compte IGN Rando. Attention, le partage de position est disponible dans la version gratuite de IGN Rando, donc je peux demander à quelqu'un qui ne randonne pas, qui ne s'intéresse pas au sujet, de télécharger quand même IGN Rando pour pouvoir me suivre. Cela ne lui coûtera absolument rien. Et moi, ça ne me coûtera pas non plus, mais en tout cas, voilà, il y a cette barrière, disons, le partage de position n'est pas un privilège des abonnés. Donc, je désigne une personne par le mail associé à son compte et j'active l'envoi de ma position. Ici aussi, on a un certain nombre de paramétrages, notamment la fréquence d'envoi de ma position. Je vais faire un choix et la désactivation. Je vous en parlais. Donc là, c'est maximum 48 heures, c'est-à-dire qu'on va partager notre position sur un temps donné. Et si on oublie de désactiver le partage de position, ça va se couper tout seul. À l'inverse, du côté de la personne qui reçoit, à qui on partage notre position, elle va avoir ici les différentes personnes qu'elle suit, parce qu'on peut en suivre plusieurs, et ce même interrupteur, comme pour l'envoi de ma position, un interrupteur que j'active et la fréquence de suivi. Attention, petite précision, non, une précision très importante. Qui dit partage de position, c'est un envoi de données entre deux téléphones. Cela suppose d'avoir du réseau. Si je me retrouve en zone blanche, si je n'ai pas de réseau, ma position ne sera pas envoyée à la personne qui me suit, sachant qu'elle aura ma dernière position connue. Et encore une fois, je reviens sur l'alerte parce que cette fonctionnalité n'est utile et n'est nécessaire que quand il y a un pépin. On le souhaite évidemment à personne, mais voilà, c'est la réalité. Donc, même la dernière position connue est une information très intéressante parce c'est une information qui est horodatée. On sait qu'à telle heure, il était là. Si en plus on a le parcours prévu, on peut raisonnablement faire, en tout cas, resserrer le spectre et les taux sur des zones, resserrer la zone de recherche et c'est déjà très, très, très précieux. Mais voilà, effectivement, ça suppose du réseau. Je reviens sur ma carte. Je voulais
Hop. Ici, alors, vous avez vu, je vais remontrer. Je suis allé sur le sélecteur de cartes parce qu'on parlait du réseau. Je clique ici et j'active. Ici, on a la surcouche, le calque pour les appels d'urgence. Donc, c'est la couverture du réseau mobile pour les appels d'urgence, pour les appels au 112. On va aller, donc Bordeaux est très bien couvert, hein, sans surprise. Vous voyez, la carte a pris une teinte un peu orangée, mais vous allez tout de suite comprendre en allant dans les Pyrénées. Voilà, là c'est beaucoup plus explicite. On est dans cette zone. Donc les zones en surbrillance orange sont les zones où vous allez pouvoir appeler le 112. Les zones blanches, du coup, elles portent bien leur nom. C'est des zones qui ne sont pas couvertes et desquelles vous n'allez pas pouvoir appeler le 112. En fait, pour pouvoir appeler les secours, pour pouvoir appeler le 112, il faut que le téléphone soit opéré, c'est-à-dire qu'il capte un opérateur, peu importe lequel, pas nécessairement le vôtre, mais par contre, il faut qu'il capte un opérateur. Donc, on sait qu'ici, si par exemple on a bivouaqué à la cabane de La Passa, on n'a pas de réseau. Cette fonctionnalité, je vous la montre parce qu'elle est évidemment utile en amont, quand on prépare notre parcours de savoir et éventuellement d'indiquer, de dire, ben voilà, entre aujourd'hui, fin d'après-midi et demain, milieu de matinée, je n'aurai pas de réseau. Mais ça permet, s'il m'arrive, je vous donne un exemple, s'il m'arrive un pépin ici, à la cabane de l'Escurey, ben alors je fais quoi? Où est-ce que je vais pour essayer d'appeler les secours? Ben là, c'est très clair que vaut mieux aller jusqu'au col plutôt que de revenir ici. Et ça, c'est un arbitrage que si on n'a pas cette information, on ne peut pas faire et ça va être au doigt mouillé dans les autres cas. Le meilleur exemple, c'est ici. On se dit, bah, tiens, j'ai pas de réseau. Est-ce qu'il vaut mieux que je continue à monter pour essayer d'aller sur un pic, un col pour avoir du réseau, ou est-ce que c'est mieux de revenir en arrière? Tant qu'on est ici, il vaut mieux revenir sur ses pas. Et il n'y a pas vraiment de règle. Alors, pareil, je vous l'ai dit pour les alertes, pour etc. Ça vaut évidemment pour ces données-là. Attention, c'est pas parce que c'est affiché que c'est toujours vrai. Pourquoi je vous dis ça? Les données qu'on affiche ici, c'est des données qui viennent de l'ARCEP, donc c'est des données officielles, on les a évidemment pas inventées. Par contre, c'est des données qui sont calculées, c'est pas des données qui ont été mesurées, donc c'est des données théoriques. Une antenne peut être abîmée, mauvaise météo, on peut être dans un vallon encaissé, etc., ou être juste à côté d'une barre rocheuse, enfin, peu importe, il y a plein de raisons qui font que finalement, il peut être indiqué ici qu'on aura du réseau, et en réalité, on n'en a pas. Donc, à prendre avec précaution. Je vais désactiver cette couche, cette surcouche. Pareil, dans les surcouches qui peuvent me servir sur le terrain. Là, je suis sur un volet peut-être un peu plus sécurité. On a parlé du 112. J'ai activé ici, pardon, je suis allé un peu vite, la surcouche qui s'appelle Carroyage DFCI et PRCF. Ce qui m'intéresse ici, c'est le PRCF, c'est les points de rassemblement des secours en forêt. C'est des points qui ont été définis à la fois par plusieurs organismes, notamment l'ONF et les pompiers. Et en fait, c'est des points qui sont comme ça. Je vais dézoomer sur la carte. Vous voyez, il y en a plein, il y en a partout en France. Et, oula, c'est allé un peu vite, voilà. J'en prends ici au hasard. C'est des points qui sont localisés, qui ont été définis par donc encore une fois, par l'ONF et par les pompiers, et qui sont des points où les secours, et notamment le GMSP, le GRIMP des pompiers, savent comment intervenir sur ces points. Et ils les ont aussi sur leur carte, etc. Donc, ils les connaissent. Donc, c'est des points qui ne sont pas nécessairement matérialisés sur le terrain. Donc, il n'y a pas nécessairement de panneaux, de signalétique, mais c'est encore une fois une fonctionnalité en plus qui peut être intéressante pour aller à la rencontre des secours. À la base, c'était un dispositif qui a été créé pour les professionnels des filières bois, bûcherons, etc. Mais ça peut tout à fait servir aux pratiquants d'activités de plein air que nous sommes. Je désactive ça. Là, ce que je voulais également vous montrer, ça paraît évident, mais j'en parle plutôt vers la fin, c'est l'utilisation tout simplement
sur le terrain, si on ne prend pas l'enregistrement, on ne prend pas le guidage, pas une utilisation assez simple, IGN Rando est d'abord et avant tout un afficheur de cartes. On l'a vu ici sur le sélecteur de cartes. Ça me permet d'avoir des cartes avec moi embarquées, et notamment grâce au téléchargement des cartes. L'idée, c'est quoi? C'est je suis sur le terrain, je pars sur le terrain et j'ai téléchargé mes cartes pour un usage hors ligne. Soit parce qu'on a vu les zones blanches dans des zones où ça ne capte pas et donc j'ai besoin d'avoir ces fonds de cartes avec moi, soit, encore une fois, pour des histoires de préservation de batterie, je vais laisser Angelo en parler du mode avion, etc. et de qu'est-ce que ça peut vous apporter. Télécharger une carte, alors, c'est quelque chose à faire évidemment avant. C'est pas quelque chose à faire une fois que vous êtes sur le terrain, parce que potentiellement vous n'avez pas assez de réseau. Mais je vous le montre rapidement. Je vais ici, je télécharge une carte et je sélectionne une zone, une emprise, et je la valide et je télécharge, et ce qui me permet d'avoir donc cette zone sur mon téléphone. La taille de la carte est limitée? Elle aura une. Donc, quelqu'un me demande si la taille de la carte est limitée. Oui, elle va avoir une limite, mais on peut en télécharger plusieurs en parallèle. C'est bien aussi de faire le nettoyage, de ne pas faire une collection de cartes. C'est pas comme les cartes papier où on va les mettre sur sa bibliothèque. Vaut mieux alléger le téléphone et en supprimer certaines. Également, donc j'ai le fond de carte. La différence, enfin, une des grosses différences avec une carte papier, ça va être le fait que je vais pouvoir avoir ma position en temps réel. On l'a vu ici avec ce petit point bleu qui indique ma position. C'est en cliquant sur la cible. Si je clique à nouveau sur la cible, ça c'est aussi une fonctionnalité qui est très utile sur le terrain, notamment par exemple aussi pour ceux qui sont à vélo, les VTTistes et puis les cyclistes de manière générale. Je clique à nouveau sur la cible et le téléphone va s'orienter dans la direction. Enfin, la carte va s'orienter dans la direction du téléphone. Et là, ça marche plutôt bien. J'ai en face de moi la Garonne et on voit ici, je suis en direction de la Garonne. Donc, ça fonctionne très, très bien. Mon téléphone est orienté en direction de la Garonne. Dernière petite chose, avant que je passe la main à Angelo qui est à ma gauche. Je voulais vous parler du signalement des problèmes avec Suricat. C'est une fonctionnalité qui est liée à l'usage sur le terrain parce que, donc Suricat, pour résumer, pour faire simple, c'est un dispositif public qui permet de signaler un certain nombre de problèmes que l'on rencontre en nature. Des problèmes très, très variés qui vont des conflits d'usage à des décharges illégales, des sentiers très détériorés, un pont qui a été emmené par une crue, des panneaux de la signalétique détériorés ou à terre. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Et donc, l'idée, c'est on a intégré ce dispositif. Alors, nous ne sommes que des passeurs d'informations. On ne traite pas l'information, mais on a intégré le dispositif dans l'application IGN Rando. Et l'idée, c'est que vous puissiez, quand vous rencontrez un problème, j'en sais rien, il y a un arbre en travers du sentier, suite à une tempête, vous pouvez le signaler à Suricat qui ensuite transmettra le signalement aux autorités ou à l'organisme compétentiel de la signalétique. Ça peut être à la Fédération française de randonnée, ça peut être si c'est un problème justement de conflit d'usage avec un agriculteur, ou etc. Ça peut être à la collectivité territoriale et pour faire de la médiation, etc. Enfin, voilà, c'est très, très varié. Donc, j'ai cliqué dessus. Je choisis un point que soit avec la carte, soit ici en renseignant des coordonnées, je sélectionne mon activité, le type de problème. Donc, vous voyez ici, c'est un peu tous les problèmes que je vous ai listés: balisage, conflit d'usage, un incident de sécurité, environnement, l'ampleur du problème. Est-ce que cela rend impossible l'utilisation du sentier ou pas, etc. Et ensuite, une petite description et j'envoie. Encore une fois, nous ne sommes que passeurs de l'information. On ne la traite pas, on ne la stocke pas, mais plutôt que d'aller sur un autre dispositif, sur une autre application, c'est intégré directement dans IGN Rando. Et vous pouvez évidemment le faire aussi depuis chez vous. Pareil, c'est une transmission d'informations. Si vous n'avez pas de réseau, c'est une transmission de données. Si vous n'avez pas de réseau, ça ne marchera évidemment pas. Donc, vous pourrez le faire depuis chez vous. Et vous pouvez mettre également une photo.
j'ai fait le tour, j'ai bien fait le tour des fonctionnalités sur le terrain. On n'a pas parlé de la création de parcours, on n'a pas parlé de la création de points d'intérêt, on n'a pas parlé de la gestion des données et donc comment classer, comment créer des dossiers, comment filtrer. Tout ça, c'est des choses, je vous le rappelle, qu'on aborde dans nos autres ateliers, les ateliers que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube d'Ubicarta. Ce serait beaucoup trop long de tout voir aujourd'hui. Et donc, je passe la main à Angelo, qui est à ma gauche. J'arrête la présentation, peut-être. On va parler de deux, trois paramétrages et stratégies d'optimisation de l'énergie d'un téléphone. D'abord sur le téléphone lui-même. Et après, je vous dirai deux mots sur comment est-ce qu'on recharge un téléphone lorsqu'on n'est pas chez soi ou près d'une prise de courant. Et donc, pour ça, vous avez ici à côté de moi des batteries et des panneaux solaires. Donc, je vais vous donner un petit aperçu ici de ces appareils. Et je vais vous donner quelques infos techniques sur comment est-ce qu'on les choisit, quelle capacité de batterie on conseille, etc. Donc, on va voir ça dans un deuxième temps. Donc, pour parler précisément des paramétrages. Donc là, vous voyez, moi, je suis sur je vais commencer la démo sur Android et après, on regardera un peu sur iPhone comment ça se présente. Donc là, je suis connecté à un réseau Wi-Fi. Je ne vais pas me déconnecter de ce réseau parce que je perdrais la connexion si je faisais ça. Mais ce que je vais vous montrer, c'est les paramétrages à faire pour économiser de la batterie. Donc, évidemment, le Wi-Fi, quand on sort, on n'est pas chez soi, il ne fonctionne pas, mais c'est quand même bien de le désactiver. Donc ici, vous voyez, j'ai un interrupteur pour le désactiver complètement. Ça va éviter que le téléphone cherche quels sont les réseaux environnants toutes les 5 secondes. Donc, première chose à désactiver. Deuxième chose qui va permettre une très grosse économie d'énergie, ce sont les données mobiles. Donc là, vous voyez, j'ai un interrupteur ici et je peux également désactiver directement depuis les notifications du téléphone. Donc, le fait de désactiver les données mobiles, ça permet, sur un téléphone qui aurait à peine tenu la journée, sur une grande journée de randonnée, on va gagner au moins 2-3 heures de fonctionnement supplémentaire. Alors, évidemment, quand on désactive les données, on ne peut pas aller sur Internet, on ne reçoit plus de messages de type WhatsApp, etc. On ne reçoit plus ces mails, mais on peut quand même recevoir des SMS. Donc, si vous prévenez quelqu'un que vous n'êtes joignable que par téléphone et SMS, il pourra vous joindre de cette façon-là. Et évidemment, à tout moment, vous pouvez réactiver les données mobiles. Quand vous faites ça et que le signal est bon, en moins d'une minute, le téléphone récupère toutes les données qui sont nouvelles, donc tous vos mails, etc., vous les récupérez très très vite. Et après, vous pouvez de nouveau désactiver les données mobiles afin de gagner de l'autonomie sur votre journée. Pour revenir sur l'application Hygiène Rando, là vous voyez, je suis en Italie au niveau des sommets du Mont Rose. Et ici, en fait, j'ai une carte téléchargée. Donc, le fait d'avoir téléchargé une carte donc sur cette zone-là, ça me permet d'afficher cette carte sans connexion Internet. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est liée à l'abonnement de l'application et qui permet, plutôt que d'aller chercher les cartes sur Internet, de les récupérer sur la mémoire du téléphone et d'économiser, encore une fois, de la batterie. Une autre option que certains utilisent, c'est le mode avion. C'est l'icône avec l'avion que vous voyez en haut à gauche de mon téléphone. Donc, ça va permettre d'économiser encore un petit peu plus de batterie. Donc, je vous disais, en désactivant les données mobiles, vous gagnez facilement 3 heures sur votre journée d'autonomie. En activant en plus le mode avion, vous allez gagner souvent une demi-heure, 1 heure supplémentaire. Et vous allez surtout gagner de l'autonomie quand le réseau mobile sera mauvais. Parce que plus le réseau est mauvais, plus la puissance, l'amplification de l'antenne du téléphone va augmenter. Donc, si vous êtes dans une zone où de toute façon vous n'avez pas de réseau et on ne risque pas de vous appeler ou vous ne risquez pas d'aller sur Internet, vous pouvez également désactiver
complètement la connectivité du téléphone avec le mode hors ligne ou le mode avion, ce qui vous permettra donc de faire une économie supplémentaire. Attention, lorsque vous êtes en mode avion, vous ne pouvez pas passer d'appel, vous ne pouvez pas recevoir d'appel. Pareil pour le SMS. Donc, vous êtes complètement coupé du monde. Par contre, petite stratégie supplémentaire, si vous êtes plusieurs à randonner, vous pouvez être tous en mode avion, sauf une personne qui, de temps en temps, va partager sa connexion Internet avec le point d'accès mobile que vous voyez ici. C'est le bouton qui se trouve ici. Voilà, ce qui va permettre à tout le monde de récupérer une connexion Internet via le Wi-Fi. Donc, sur les téléphones des 5 dernières années, grosso modo, vous pouvez être en mode avion et activer quand même le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc attention, quand vous êtes en mode avion, le Wi-Fi peut quand même être activé et consommer un peu de batterie. Donc pensez bien, si vous voulez faire un maximum d'économie d'énergie, à vraiment tout désactiver. Donc, être en mode avion, désactiver le Wi-Fi, désactiver le Bluetooth, et là, vous êtes sûr que le téléphone, surtout quand il a l'écran éteint, va pouvoir tenir un maximum de temps. Il existe d'autres petites parties du téléphone qui consomment un petit peu de batterie. Vous voyez, j'ai le NFC qui est activé en haut à gauche. Alors ça permet d'économiser un tout petit peu, mais c'est pas ça qui va vraiment faire la différence. Par contre, dernière chose, vous voyez que ma localisation ici est également activée. Donc, si vraiment vous n'avez pas besoin de voir votre position sur la carte, le fait de désactiver la localisation va désactiver la fonction GPS du téléphone qui consomme aussi un petit peu de batterie. Autre source de consommation et donc d'économie d'énergie sur un téléphone, ça va être l'appareil photo. Gros consommateur. Pourquoi? Parce que dès que vous lancez l'appareil photo, là vous avez une image en temps réel de mon clavier. Là vous voyez, j'ai la caméra qui fonctionne, l'écran qui fonctionne à fond, le processeur qui traite les données en permanence. Et ça consomme énormément de batterie. Donc, il ne faut pas prendre de photos en randonnée, évidemment, mais pensez à quand est-ce que vous voulez prendre la photo. Est-ce que c'est nécessaire d'allumer l'appareil photo 30 secondes avant de prendre la photo, ou est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à le faire au dernier moment? Et pour ce qui est des vidéos, sachez que c'est une fonction qui consomme encore plus que les photos, puisque une vidéo, c'est souvent 30 images par seconde. Donc, c'est comme si vous preniez 30 photos par seconde, souvent à une résolution assez élevée. Donc, un gros poste de consommation d'énergie. Donc, en gros, si vous savez que vous allez faire une grosse journée, vous n'êtes pas sûr d'avoir suffisamment de batterie pour tenir la journée, privilégiez les photos, lancez l'appareil photo juste avant de prendre votre photo et prenez un peu moins de vidéos que d'habitude pour économiser un peu plus de batterie. Dernière petite astuce pour les téléphones et qui fonctionne vraiment sur la majorité des téléphones récents, ça va être d'utiliser, comme j'utilise ici, un fond sombre ou un fond noir pour ce qu'on appelle l'écran d'accueil, le bureau du téléphone. Souvent, on a envie de mettre des photos avec des couleurs très vives, etc. Sachez qu'un écran moderne, qui sont des écrans en technologie OLED, en fait, chaque pixel de l'écran est une petite diode qui s'allume quand elle a besoin de s'allumer. Donc, quand je lance mon appli, j'ai quasiment tous les pixels qui s'allument. Par contre, quand je suis ici, vous comprenez bien que la plupart des pixels sont éteints, donc j'économise un peu de batterie quand je suis évidemment sur cet écran. Sous l'application Hygiène Rando, là, je vous ai mis une petite application que j'aime bien qui permet de suivre votre consommation d'énergie. Donc, je ne vais pas faire beaucoup de pub pour cette appli, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres, mais c'est des applications qui vous permettent de suivre à la fois le chargement et le déchargement du téléphone. Voilà, ça peut vous donner une indication sur l'état de santé de votre batterie. Je vais vous montrer dans un instant où on retrouve ça sur un iPhone, mais sur la plupart des téléphones Android, on ne le retrouve pas dans les réglages du téléphone. Donc, grâce à une application comme celle-ci, vous allez pouvoir estimer
l'état de santé de la batterie de votre téléphone. Voilà, donc pour les utilisateurs d'iPhone, on va voir que les réglages sont assez similaires pour ce qui est des réglages du téléphone finalement. Donc, vous voyez, j'ai fait un glissement ici depuis la partie en haut à droite. Ça, c'est sur la plupart des iPhones des 6-7 dernières années. Donc, on retrouve dans la partie en haut à gauche, que je peux agrandir en faisant un appui prolongé, les données cellulaires, ici, que je peux désactiver avec un simple appui. Le Wi-Fi, évidemment, que je peux désactiver également. Le mode avion, tout en haut. Alors, je reprends rapidement parce que j'avais oublié de partager la fenêtre sur la présentation. Donc, je disais sur un iPhone, donc, depuis la partie en haut à droite, on fait glisser vers le bas et on a dans le premier carré en haut à droite toutes les options qui nous permettent donc de mettre le téléphone en mode avion, désactiver le Wi-Fi, désactiver les données mobiles, le Bluetooth, etc. Ce que j'ai dit sur le fond noir sur les appareils Android, c'est valable sur la plupart des iPhones depuis l'iPhone 10. Et qu'est-ce que j'oublie? Bon, les photos et les vidéos, c'est absolument équivalent, évidemment. Et une dernière chose que j'ai oublié de dire pour la partie Android, mais qui est évidemment valable aussi sur l'iPhone, c'est de se méfier du mode économie d'énergie, parce que le mode économie d'énergie permet certes d'économiser un petit peu de batterie, mais l'inconvénient va être que si vous essayez de faire un enregistrement de parcours avec le mode économie d'énergie activé, donc le mode économie d'énergie, on va le retrouver sur l'iPhone ici dans la partie batterie. Voilà, si j'active le mode économie d'énergie, vous voyez que j'ai un petit rappel, j'ai ma batterie qui devient jaune en haut à droite. Et l'inconvénient va être que si j'essaye d'enregistrer un parcours, j'ai mon enregistrement qui va très rapidement s'arrêter si je mets l'application à l'arrière-plan, donc je reviens sur l'accueil du téléphone, ou si j'éteins mon écran. Donc, attention au mode économie d'énergie, ça peut vous faire planter vos enregistrements de parcours. Voilà, donc je le désactive. On va terminer cet atelier avec un petit tour d'horizon des appareils qui nous permettent de recharger notre téléphone lorsqu'on est loin d'une prise de courant. Donc, je vais rebrancher ma caméra pour pouvoir vous montrer tous ces. Donc, ce qu'on a le plus couramment, c'est les batteries externes. Donc, c'est une batterie avec la même technologie que celle des téléphones, donc des batteries lithium. En général, 2, 3, 4 fois plus grosses que la batterie du téléphone et qui vont donc nous permettre de recharger notre téléphone parfois moins d'une fois. Donc, attention à la capacité de ces batteries externes. Mais en tout cas, voilà, c'est des batteries qui nous permettent, si on n'a vraiment plus de batterie sur le téléphone, de faire une recharge. Nous, les capacités qu'on conseille pour ces batteries externes vont être au minimum de 10 000 mAh. Donc, je vais vous en montrer une que le vieux campeur a en rayon, qui est celle-ci. Vous voyez, c'est une batterie qui fait un peu moins de 300 grammes, qui va proposer plusieurs ports. Donc, on va pouvoir charger 2 téléphones en même temps ou un téléphone et d'autres appareils. Et donc, avec cette capacité de 10 000 mAh, qui est largement supérieure à celle de la plupart des téléphones, vous allez pouvoir faire une recharge et demie sur un téléphone, un iPhone récent, un Samsung, etc. Donc, avec cette batterie, donc, vous faites une recharge et demie. Avec une batterie 2 fois plus grosse, donc 20 000 mAh comme celle-ci, qui va être quasiment 2 fois plus lourde aussi. Donc là, on est au-dessus de 500 grammes. Ça commence à peser un petit peu dans le sac à dos. Vous faites 3 recharges de votre téléphone. Donc, pour une journée, un week-end, a priori, c'est largement suffisant. Par contre, pour ceux qui font de l'itinérance ou voilà, des sorties un petit peu plus longues depuis un camp de base en altitude,
sans passer par un refuge, sans accès à une prise de courant. Sachez qu'il existe également des panneaux solaires, qui est vraiment la seule solution simple et fiable pour recharger son téléphone ou sa batterie externe lorsqu'on est extérieur. Et avec des panneaux solaires de ce type-là, donc avec vous voyez, une surface quand même relativement grande, on va être sur des puissances de l'ordre d'une vingtaine de watts, si je ne dis pas de bêtises. On va pouvoir donc sur une journée normalement ensoleillée recharger sa batterie de 10 000 mAh, par exemple. Donc, si on part du principe que la consommation du téléphone dans une journée est de plutôt 5 000 mAh, vous comprenez bien qu'avec un panneau solaire, vous devenez autonome en électricité, en énergie, et que vous pouvez recharger quasiment indéfiniment votre téléphone, votre batterie externe, etc. Voilà. C'est terminé pour cet atelier, pour ma partie en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vais repasser la main à Alexandre pour le mot de la fin. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel atelier. Merci beaucoup, Angelo, pour cette présentation. Donc, encore une fois, le principe de cet atelier, c'était l'utilisation de l'application sur le terrain, d'où le volet qui va avec ces contraintes matérielles et ces contraintes techniques liées à l'utilisation d'un téléphone, et donc notamment les problématiques autour de la batterie. Et donc, je rappelle, on est ici dans la boutique au Vieux Campeur de Bordeaux. Donc, c'était aussi l'occasion de parler des dispositifs, des outils qui sont à notre disposition pour améliorer cet usage. Donc, pour rappel, pourquoi au Vieux Campeur? Parce que très prochainement, dans quelques jours, vous allez pouvoir souscrire à votre abonnement Hygiène Rando Plus depuis toutes les boutiques au Vieux Campeur de France, ainsi que sur leur site internet. Donc, nous, on est très fiers de voir l'application référencée dans ce magasin, dans cette institution en fait de l'outdoor et des activités de plein air. C'est une très grande fierté pour nous. Donc, merci à eux. Merci aussi de nous accueillir aujourd'hui, parce qu'on est dans le magasin, il y a des clients qui passent, etc. Vous l'avez vu, il y a eu aussi des petits moments un peu de flottement sur le dispositif technique pour nous. Voilà, c'est comme ça, c'est le direct. C'est aussi on était donc dans un lieu où il y a du passage. Vous étiez plus de 300 à vous connecter aujourd'hui, donc on est super content, parce qu'encore une fois, ça fait 2 ans qu'on fait ces ateliers et vous êtes toujours très, très nombreux. Donc, on va continuer à les proposer, des ateliers plus généraux, des ateliers plus thématiques et plus peut-être précis comme aujourd'hui. Encore une fois, notre chaîne YouTube, youtube.com/ubicarta pour voir toutes ces vidéos en replay. Et il y a aussi des chapitres sous la vidéo pour accéder directement aux différents points abordés. On va aussi vous mettre le lien pour vous inscrire à notre newsletter. Donc, si vous êtes tenu au courant des prochains ateliers, de la date de mise en vente des abonnements au Vieux Campeur et puis globalement de toute notre actualité, n'hésitez pas à vous inscrire à notre liste de diffusion. On vous enverra des infos. Et puis, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à nous ajouter aussi un avis et une note sur les stores, sur le Play Store ou sur l'App Store. C'est quelque chose qui nous aide beaucoup, sachant que 5 étoiles fera augmenter notre note et dès 4 étoiles, ça la fera baisser. Aujourd'hui, notre note est à peu près à 4,5 sur les 2 stores. Notre adresse mail, hygiènerando@ubicarta.com. Si vous avez d'autres questions, c'est nous-mêmes qui répondons. Donc, des questions, des suggestions, des interrogations. Enfin bref, on est là pour vous répondre. Merci beaucoup à Xavier, Anthony qui ont répondu à toutes vos questions sur le chat. Merci aux Vieux Campeurs. Merci à vous d'être venus aujourd'hui dans la boutique pour assister à cet atelier. Merci à vous qui vous nous regardez depuis chez vous. Et puis, à très bientôt. Salut!